Ce podcast vous est présenté par 3S Bordeaux. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette deuxième partie sur les conférences son du forum entreprise 3IS, nous avons eu le plaisir d'accueillir David Carroll, directeur artistique du Slowfest, pour nous parler d'éco-responsabilité sur les spectacles. Cette conférence est animée par Mathieu Perrin. Nous vous souhaitons une bonne écoute. On va continuer cette table ronde après avoir évoqué, par le biais de 3 expériences diverses, le développement personnel et professionnel dans le cadre d'une carrière. On parle toujours de carrière qui n'est donc pas linéaire, qui est une suite de choix, qui est une suite d'engagements, de tentatives, d'expérimentation. Est-ce que on pourrait parler du coup de ton expérience, David Carroll. Alors, pour faire le lien avec ce qu'il y a eu auparavant, un peu ton expérience personnelle et ton développement personnel et professionnel, qui t'ont ensuite amené, in fine, donc aujourd'hui ici devant nous, mais aussi à mettre en œuvre ce Slowfest avec ses expériences musicales innovantes et décroissantes, dont tu vas nous parler à cet instant. Donc mon parcours, c'est comment dire, moi j'ai démarré pas du tout dans la musique. Je fais des études de commerce et j'ai bossé pendant une dizaine d'années dans la communication, l'événementiel et les médias. J'ai monté un journal. Et j'ai bossé, mon dernier boulot avant de me lancer dans la musique, ça a été comme producteur d'événements. Alors c'était en lien avec la musique parce que je montais des scènes sur des festivals de musique. Et en 2007, j'ai quitté ce boulot. Je faisais de la musique depuis toujours. J'ai quitté mon boulot pour vraiment faire que de la musique, alors que jusqu'à présent, j'en faisais par intermittence en amateur. Et puis là, ça a démarré avec un premier groupe dans lequel je jouais avec mon camarade Laurent. On était tous très jeunes et inexpérimentés, on a tout appris sur le tas. À la fois notre boulot de musicien et toute la partie entrepreneuriale en fait, qui est liée au développement d'un projet indé, parce que comme le disait Laurent tout à l'heure, c'était à peu près le moment où le marché du disque s'est complètement cassé la figure. On est allé taper à 2-3 portes dans des labels, mais assez rapidement ça nous a saoulés et on avait par ailleurs plutôt une fibre entrepreneuriale tous. C'est-à-dire que le côté développement de projet, c'est quelque chose qu'on savait un petit peu faire et puis qui nous motivait. Et cette polyvalence-là, aujourd'hui, je m'aperçois que ça a été un gros atout dans mon parcours. Et je pense que c'est une des voies possibles pour le développement d'un parcours qui soit technique, artistique ou les deux, parce que de plus en plus, il n'y a pas forcément une étanchéité parfaite entre les métiers techniques et artistiques. Soit on est spécialiste d'un domaine et on est mais dans le très très haut du panier, instrumentiste, premier prix de conservatoire, et là le parcours il va pas, il n'y a pas de question qui se pose, la voie royale elle est pavée tout droit devant vous. Bon, moi c'était pas du tout mon cas, musicien autodidacte, donc là le parcours c'est je sais plus qui parlait de couteau suisse tout à l'heure, mais c'est savoir faire plein de trucs différents, c'est ce qui nous permet de survivre dans un environnement qui est alors c'était déjà un peu la jungle il y a 20 ans, aujourd'hui c'est même plus la jungle, on va parler d'éco-responsabilité tout à l'heure et je vais pas casser l'ambiance, mais je pense qu'on a tous à des degrés différents conscience qu'on est en train de vivre la fin d'un modèle économique
voire d'un modèle civilisationnel. Donc là, on peut plus vraiment se reposer sur un petit savoir-faire et tout. C'est qu'est-ce qu'on peut déployer, tous pour essayer de réinventer tout ce que un nouveau monde, quoi. Bref, j'anticipe un peu sur la suite de la discussion. Pour revenir à mon parcours, j'ai fait 3 albums sous mon nom qui sont parus sur le label qu'on a monté. À chaque fois, c'était un petit peu moins pire. Et puis, au bout d'un moment, y a d'autres gens qui se sont dit c'est pas mal ce qu'ils produisent, ces gars-là. Peut-être ils pourraient nous produire aussi des disques pour nous. Donc, 2 artistes autoproduits qui se sont organisés de manière associative pour sortir leur propre projet. On s'est retrouvés à être sollicités pour des projets en tant que réalisateur discographique. Mes connexions que j'avais gardées dans la communication événementielle ont fait que on m'a appelé aussi pour des boulots de réalisation de bandes son pour des événements, pour des pubs. Ce que j'avais pas du tout imaginé que en lâchant mon boulot précédent et en me lançant à la musique, j'avais pas du tout imaginé qu'à un moment ça pourrait se rejoindre. Moi, j'étais parti pour faire du rock'n'roll et puis voilà. Et puis quand il y a 1, 2, 3 personnes qui vous appellent en disant ouais, je fais tel événement ou tel pub et tout machin, tu veux pas nous faire une musique, puis qu'au début j'étais dans une espèce de posture genre non, je vais pas faire de la musique de pub, moi je veux faire du rock'n'roll, rien à foutre. Et puis à force ouais, non, puis c'est vrai que c'était aussi un peu comment dire, un défi, quoi. Se dire ok, est-ce que je suis capable de répondre à une commande, est-ce que parce que ok, écrire une chanson, programmer un beat et tout, je sais faire, mais c'est ce qui sort de mon cœur ou de ma tête, de cerveau malade, est-ce que je suis capable de le faire avec un brief? C'est pas évident. Et puis en fait, on s'est lancé là-dedans et c'est très 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 intéressant véritablement. C'est-à-dire que ça nous permet de répondre à des commandes, ça nous permet de sortir de notre petite zone de confort où on est bien. Alors un tel c'est le rock, l'autre c'est le blues, l'autre c'est le hip-hop et tout ça. Et quand il y a un client qui vous appelle pour vous dire ok, il me faut une samba à 122 BPM pour dans 5 jours. Bon, ouais, ou dans 2 jours. S'il n'y avait pas eu ce mail-là ou ce coup de fil-là, jamais de sa vie on aurait pensé à faire ça. Et puis du coup on s'y met. Et puis on se dit, on écoute des trucs, on se dit ok, là c'est tel outil, on apprend des nouveaux outils. Et puis on apprend en faisant, quoi, dans vraiment une approche artisanale, empirique. Parce que c'est pénible un peu, mais de manière générale, le travail sous contrainte, je vous conseille d'en faire. Alors, on ne choisit pas toujours, mais on a beaucoup appris en faisant de la musique de pub, par exemple, où on reçoit un brief improbable, quoi. Des fois, il faut refaire un David Guetta, le lendemain, il faut refaire un Patrick Sébastien, le lendemain, il faut faire un zouk, j'aurais jamais fait toutes ces musiques de ma vie, moi, si on m'avait pas forcé à le faire. Et au final, on apprend toujours plein de choses, parce que même la musique qu'on n'aime pas du tout, genre, je sais pas, moi, David Guetta, j'aime pas du tout, apprendre à voir comment il fait, on en retire obligatoirement des trucs intéressants. Oui, la logique parfois de répondre à une commande, c'est se poser une contrainte créative, et la contrainte est toujours créative. Et parfois, quand on est dans son propre narcissisme, qu'on ne s'écoute que soi, que son esthétique, etc., on s'empêche d'être un artisan. Et être un artisan, il va toujours chercher de la compétence à l'extérieur. Et toute contrainte, potentiellement libératrice sur un des aspects de sa compétence et de soi-même. C'est-à-dire que quand on sait faire les choses par principe et pas par juste choix, on sait faire tous les styles, éventuellement répondre à tous les styles. Ça génère une grammaire professionnelle intérieure qui fait que quand on travaille pour soi et qu'on est dans son autocommande, parce que finalement quand
Quand je dois composer pour Smokey Joe and the Kid, il y a un certain type d'esthétique qui est autour de ça. On a généré une certaine forme d'un cahier des charges par rapport à un projet artistique. Et tout ce que j'ai pu faire dans mon design sonore par ailleurs m'a donné une grammaire aussi qui me sert aussi pour mes projets personnels. Mais oui, il y a quelqu'un qui a pas mal travaillé sur ces histoires de contraintes dans le domaine artistique. Moi, qui m'a beaucoup influencé, c'est Brian Eno, voilà, qui a pas beaucoup fait de musique de pub, mais pourtant il a pas mal travaillé sur la contrainte dans la création, notamment avec David Byrne. Ils ont élaboré tout un jeu de cartes qui s'appelle les stratégies obliques. Et en studio, en fait, le principe, c'est que ils piochaient une carte pour savoir ce qu'ils allaient faire en studio. Donc le hasard déterminait en fait leur travail créatif du jour. Et c'est vrai que c'est ultra stimulant cette manière de fonctionner, quoi. C'est le deep learning de l'expérience. Aller profondément dans une contrainte spécifique, se l'approprier, puis ensuite être capable de la redéployer par ailleurs. Répondre à l'urgence, on avait évoqué aussi être capable à un instant T d'être la bonne ressource, la bonne personne, et si on ne sait pas exactement, en tout cas avoir les principes de compréhension des enjeux à cet instant précis pour pouvoir répondre à la contrainte professionnelle. Oui. Alors c'est des contraintes que vous gérez vous sur quelques jours parfois, et quand on travaille sur de l'événementiel type JO, etc., c'est des contraintes qu'il faut résoudre dans les 25 secondes. Parce que forcément, le commentateur qui est sur un site, qui a perdu son circuit, il vous appelle, et c'est à l'instant T, c'est la transmission la plus importante du monde pour lui. Et il faut le prendre en compte, il faut le gérer, et il faut surtout lui donner la solution très rapidement. Parce que de l'autre côté, il y a plusieurs millions de téléspectateurs qui attendent un commentaire sur un événement sportif. Et donc les contraintes ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'on les gère de la même façon, en restant créatif et calme. Surtout, prenez jamais les problèmes en vous énervant, parce qu'on n'arrive à rien. Premièrement, on vous pose un problème, posez-vous, commencez à réfléchir, et ne répondez pas, surtout, ne répondez pas du tac au tac. La réponse du tac au tac, c'est la mort assurée. Parce que vous donnez à votre interlocuteur au moins des billes pour vous tordre le cou dans les 40 secondes qui suivent si vous ne trouvez pas la solution. Donc répondre à la contrainte. Ouais, je voulais dire un autre truc par rapport à la... Enfin, c'est pas trop par rapport à la contrainte, mais c'est quand même assez lié. La contrainte n'est pas forcément négative. Hein. Quand on dit la contrainte, c'est juste quelque chose auquel on doit réagir. Oui. Mais c'est par rapport au matériel, en fait. Autant c'est indispensable de toujours se tenir au jus, d'essayer de tester les nouveautés en termes de matériel, que ce soit hardware ou software et tout, pour rester un peu au jus de ce qui se passe. Mais à aucun moment c'est indispensable d'avoir un outil pour réaliser quelque chose, quoi. C'est-à-dire que apprendre à faire avec une config limitée, c'est aussi très très formateur. Et une config limitée, ouais. Et là aussi, ça peut être même, ça peut stimuler la créativité, se dire, ok, je vais faire un morceau ou un album avec ces deux machines-là et ces deux instruments-là. Ça fixe un cadre et ça canalise la créativité. Par exemple, là, ça nous est arrivé l'année dernière et ça nous arrive de plus en plus de bosser sur des musiques de films. Le premier truc qu'on va faire, c'est déterminer la couleur d'ensemble de la BO. Et pour ça, on détermine un instrumentarium, en fait. On va se dire, ok, ça va être tel son de guitare, tel son de clavier, tel son de batterie. Et ça fixe de manière un peu dogmatique, parce que ça pourrait être complètement autre chose, hein. Les contraintes techniques et artistiques du projet. En graphisme, on parle de mood board aussi, c'est-à-dire qu'avant d'attaquer un logotype ou une identité visuelle, une charte visuelle, on voit qu'est-ce qui se fait. Par ailleurs, on va chercher différentes photos, différents codes couleurs, différents modes typographiques ou modes graphiques, et on les réunit soit dans une carte mentale avec au centre le projet,
puis autour toutes ces influences qu'il peut y avoir. Et finalement, choisir aussi certaines contraintes, c'est se donner aussi une plus grande précision dans la réponse qu'on veut apporter à la contrainte donnée. Ben oui, et puis ça permet de communiquer avec nos interlocuteurs aussi. La musique et le son, on est quand même dans le domaine de l'abstraction. Et mettre des mots sur un registre émotionnel que va susciter tel son ou telle musique, c'est super compliqué. Donc très souvent, de pouvoir échanger sur la base de références existantes, ça permet d'éviter des gros malentendus. Parce que un réalisateur il va vous dire ouais, j'aimerais bien que ce soit un peu bleu et tout, donc tu vas faire du blues, mais en fait lui ce qu'il avait en tête c'était un truc électro, et puis t'as bossé pendant une semaine sur un son et t'es tombé complètement à côté de la plaque. Donc avant de partir bille en tête à produire des trucs, Cahier des charges. c'est ça, cahier des charges et échange de références pour élaborer avec les interlocuteurs un vocabulaire commun en fait. Ça, c'est vraiment une étape indispensable dans le boulot, que ce soit de la commande ou de la réal. D'ailleurs, c'est pareil. Donc là, on est vraiment au carrefour, à la croisée de ce qui est du challenge artistique et du challenge technique. Et parfois, on répond à des challenges artistiques, pas des réponses techniques. Et inversement, quand on doit être réactif, on doit être instinctif, on se rapproche plus de la dimension de l'interprète de l'instant dans la technicité des événements aussi. Non, mais je crois, alors c'est marrant parce que le terme que tu viens d'employer, et nous on y est confrontés, et vous y serez confrontés forcément dans votre travail à un moment ou un autre, c'est que les gens vont vous parler de couleurs. Et alors là, tu rentres dans un flou artistique qui est une torture, parce que l'interprétation de la couleur pour un ingé son, c'est pas forcément du tout l'interprétation soit du réal, soit du leader du groupe, etc., etc. Donc je pense vous avez totalement raison quand vous parlez des cahiers des charges et de se mettre d'accord parce que finalement votre travail sera toujours de mettre vos compétences au service d'un produit final qui vous appartiendra pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à un moment à faire un mix qui soit pas celui que vous ayez envie de faire, parce que le groupe, parce que le chanteur, parce que le guitariste ne veut pas que le mix soit celui que vous auriez envie de faire, parce que vous trouvez qu'il sonne bien, parce que vous trouvez que c'est plus équilibré. Et on va vous demander parfois des choses qui vous paraîtront aberrantes. Et là, c'est là où vos compétences vont parler, c'est que vous devez être capable à un moment de faire abstraction de vos choix propres pour mettre au service vos compétences d'un produit qui ne sera pas forcément adéquat par rapport à ce que vous auriez eu envie de faire à un instant T avec une matière donnée. Parce que c'est la valeur que vous apporterez à la personne à ce moment-là. Et que la valeur, elle n'est pas toujours à l'intérieur de vous, elle réside aussi dans le cadre d'une interaction professionnelle et d'un échange d'argent ou de services, de savoir répondre aussi à l'attente de l'autre et pas forcément nous, d'où faire preuve d'empathie. Et d'où, par exemple, je dis le mot bateau, il y en a qui vont penser au mot Titanic, il y en a qui vont penser à un petit bateau à voile ou un bateau enfant. Le fait de se préciser sur de quel bateau on parle, permet d'éviter et d'optimiser le temps de travail aussi, parce qu'on est dans des plannings contraints, on est sur des économies qui sont de plus en plus contraintes aussi, et donc être le plus efficace possible, arbitrer de la meilleure manière son investissement de travail, c'est aussi en prenant le temps par des balises préalables, par des étapes préalables je me pose devant l'ordinateur et je commence à composer, de communication, de préciser les choses pour qu'elles soient collectivement partagées entre le client ou le prestataire. Et voilà, c'est hyper important. Moi, je veux revenir sur cette discussion avec les autres gens avec qui vous allez interagir sur un projet, que ce soit un réalisateur, que ce soit votre ingénieur du son si vous êtes musicien, etc. Nous, on l'a eu 1 million de fois. Alors maintenant, on a appris à le gérer, mais en se plantant des dizaines de fois. Le brief où on veut une musique dynamique, souriante et dansante, voilà, qui est typiquement le genre de brief que vous aurez d'une agence ou d'un événementiel, et ce qui ne veut rien dire. C'est-à-dire, ça peut être de la samba, ça peut être de la techno, ça peut être du punk, ça peut être 1 million de trucs. Et pire que ça,
C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir peut-être lui demander mais tu veux plutôt de la samba ou de la techno ou du machin, et le mec va vous répondre qu'il veut de la samba sans savoir ce que c'est. Pour lui, samba, c'est tout ce qui globalement a des percussions et des cloches dedans. Donc vous allez me dire ah ouais mais il m'a dit une samba donc j'ai un brief précis, donc vous allez rendre une samba et 3 jours après le mec va dire mais c'est pas du tout ça que je t'ai dit. Donc il faut même faire éventuellement écouter de la musique et comprendre que et même à l'étape où on écoute de la musique, des fois vous allez envoyer une musique, par exemple une samba, et en fait ce que le mec va entendre dedans c'est qu'il y a une cloche sur tous les temps et c'est ça qu'il aime. Tout le reste derrière, qui est pourtant 90% de l'instrumentarium et de la composition, le seul truc qui lui a plu dedans, c'était le fait qu'il y ait une cloche dessus. Et si vous vous rendez une super samba dans laquelle il n'y a pas de cloche, le mec va dire mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Et vous allez avoir passé peut-être 3 jours à essayer de comprendre pourquoi vous avez répondu, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour essayer de répondre à sa demande. Il voulait une musique dynamique. Vous avez fait une musique dynamique, souriante. Elle est souriante, ensoleillée, elle est ensoleillée. Il voulait une samba, c'est une samba et ça lui plaît pas. Voilà, et parce qu'il va falloir aller des fois jusqu'à c'était l'effet sur la voix qui lui plaisait, c'était le machin. Il faut vraiment arriver à communiquer et à chercher par plein de rêves de faire écouter plein de petits bouts de 20 secondes de trucs en disant mais dans la samba c'est quoi que t'aimes, c'est celui-là, pour essayer de comprendre ce que lui entend et il a raison. Et il entend un truc et c'est ce que vous devez faire en effet, mais c'est compliqué des fois d'être dans la tête des autres quoi. Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est juste il y a un truc hyper compliqué à gérer, ça rejoint un peu tout ça, c'est des questions d'ego parce que vu que c'est des professions technico-artistiques, il y a plein de moments où il y a des choses, en fait, des choix qu'on va faire qui vont pas plaire. Et il faut réussir à garder son calme, même si on est persuadé d'avoir raison. Et en fait, il faut réussir à pas se braquer sur des choses, même si on a bossé 4 jours sur un truc, en gros, qu'on vous dit que c'est de la merde. Voilà, il faut garder son calme, il ne faut pas oublier que, en gros, le travail doit servir le projet. Et du coup, essayer de... Si on est persuadé qu'on a un bon technicien, qu'on doit aller vers cette direction, essayer d'aller vers une direction, mais sans se braquer avec l'autre personne. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler avec quelqu'un et de ne plus pouvoir discuter. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est par rapport à tout le matériel technique. C'est qu'il y a plein de fois en fait, où je me suis rendu compte en travaillant sur des trucs, en essayant de faire des mix, ça sonne pas, tu rajoutes des plugs, tu testes plein de trucs, et puis à un moment, tu te rends compte aussi que c'est mal composé, les arrangements vont pas, et du coup, il y a des fois, il y a des limites, quoi. Donc, tu fais pas de l'or avec du plomb. Du coup, ça, c'était plutôt sur ta compétence donc, du coup, technico-créative. Tu as aussi développé, du coup, à travers ton expérience, une forme d'éthique, je pense, un rapport au monde. Dans ton être au monde, il y avait une dimension qui était au-delà du professionnel, qui était dans la logique de la place, le sens des choses, le sens que ça a, et les impacts aussi, les externalités de nos choix personnels et professionnels. Et par ce biais-là, du coup, tu as développé un projet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, bon, moi, comment dire, de manière complètement indépendante à mon travail de musicien, je suis plutôt quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la politique. J'ai été élevé dans des milieux très engagés. C'est quelque chose, voilà, je me suis toujours senti concerné et engagé politiquement. Ça se sent dans pas mal de mon travail artistique. J'ai beaucoup de chansons qui sont engagées, quoi. Enfin, voilà, je parle pas que de mon nombril dans mon boulot. Et notamment un des sujets qui me mobilise depuis assez longtemps, c'est notre rapport à l'environnement. Je sais pas, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je réfléchis un peu à ces questions-là et les choses allant dans le sens où elles vont, ce qui est bien, c'est que on est quand même de plus en plus nombreux à s'interroger sur nos pratiques et puis sur de manière globale l'impact de l'activité humaine sur l'état de la planète. Peut-être je peux alors je veux bien que tu passes direct à celle d'après, je reviendrai sur celle d'après. Ouais, merci.
Donc c'était en 2015, juste avant la COP 21. Qui est donc une conférence intergouvernementale qui devait aboutir, enfin qui a abouti à un traité concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui a eu lieu à Paris. C'était un grand moment de médiatisation des problématiques environnementales et par conséquent de prise de conscience de beaucoup de gens de la gravité de la situation et de la nécessité d'agir. On a été un certain nombre dans voilà, notre bande de musiciens et techniciens a beaucoup discuté de ces sujets à ce moment-là. Et on s'est dit, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait un projet d'un grand concert qui devait avoir lieu juste avant la COP 21. Je crois que c'était prévu à la Concorde, enfin une grosse place parisienne. Un concert qui devait être organisé par Live Nation, qui est le plus gros tourneur du monde, où l'idée c'était de faire venir en avion des superstars de partout dans le monde pour dire ouais, le climat c'est bien. Donc nous on s'est dit, alors peut-être on va pas faire ça, on va faire autre chose qui serait non pas seulement de l'ordre de la sensibilisation, parce que bien sûr en tant qu'artiste, quand on a un micro dans la main, on a une responsabilité sur ce qu'on dit, et puis on a comment dire, une parole qui porte suffisamment loin pour faire passer des messages, mais ça change pas nos pratiques au quotidien. Donc notre idée, ça a été d'organiser, alors de manière symbolique, un événement musical qui soit un peu jusqu'au boostiste, avec 0 émission carbone. Donc ça a été l'organisation d'un micro-festival sans électricité, avec que des artistes locaux et bio. On a monté une yourte au bassin à flot et puis on a eu toute une journée de programmation, voilà, donc sans aucune amplification du coup, éclairage à la bougie. Ça a été très intéressant parce que on s'est aperçu en faisant ça que en allant un peu dans une démarche décroissante jusqu'au boutiste, il se passait des choses assez nouvelles et assez intéressantes, à la fois pour les organisateurs, pour le public et pour les artistes. C'est-à-dire que d'un coup, c'est plus du tout pareil, quoi. Pour déjà des questions d'amplification, on s'est retrouvé avec une très très petite jauge. Donc le rapport entre les artistes et le public, il est genre très 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 proche. Ce qui bouleverse un petit peu les habitudes de chacun, c'est-à-dire que les artistes, ils sont plus sur une grosse scène avec plein de projos braqués sur eux et cette espèce d'aura de l'artiste sur son trône. Il est sur le même plan que le public. Et puis le public aussi, il est plus un peu planqué derrière, dans le noir de la salle, à pouvoir juste applaudir poliment. Là, d'un coup, artistes et public se retrouvent vraiment face à face. Et on a eu des moments un peu bizarres, où à la fois le public et les artistes étaient un peu déstabilisés, et au final, parce qu'on a beaucoup discuté après, tout le monde était plutôt assez enchanté par cette expérience-là. Et puis ça a eu un petit écho médiatique local également. Et voilà, ça c'était notre toute première action Slowfest, donc en 2015.
ensuite, c'était cool, mais on s'est dit ok, on veut continuer quoi, on veut continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, et notamment on a été contacté par d'autres musiciens pour qui c'était pas possible de s'exprimer sans électricité du tout. Et on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on pourrait amplifier les prestations de manière éco-responsable. Et là, on a bricolé en fait un tout premier prototype de sono solaire en 2016. Qu'on a mis en place donc pour la clôture du festival Climax, où on a programmé toute une journée de concert qui était sonorisée sur ce proto. C'était fabriqué avec que de la récup, panneaux solaires, batterie de voiture, ampli et enceinte de voiture, dans un petit caddie. On l'a fait, mais c'était pas très beau parce que matériel pas du tout adapté à de la performance live. C'est fait plutôt pour diffuser de la bande passante déjà masterisée, et quand on voit une guitare ou une voix avec un signal pas traité dans des petites enceintes de voiture, c'est pas foufou. Mais on l'a fait. Voilà, c'est là qu'on a commencé à se dire ok, il y a un collectif de, je sais pas, il y avait une dizaine de personnes qui commençaient à graviter autour de ce projet, et des musiciens, des techniciens du spectacle, et aussi des techniciens des énergies renouvelables. Et on s'est dit ok, ce qu'on va faire en fait, Slowfest, ça va devenir une sorte de laboratoire d'expérimentation où on va organiser des choses pour tenter de réinventer de manière des manières plus écologiques, moins énergivores, de faire ce qui est soit pour certains notre passion, soit pour d'autres notre métier, donc créer et diffuser de la musique. Donc on a organisé, du coup on arrive en 2017, la troisième édition de Slowfest, où là on a réalisé une deuxième génération, non ça c'était en 2018, pardon, je dis une bêtise, on était toujours sur la première génération de proto, mais on a rencontré quelqu'un qui avait un peu poussé le délire plus loin que nous, et lui il avait fait une grosse remorque avec 10 batteries dedans qui permettaient d'alimenter une sono plus conséquente. Donc là on a pu accueillir sur 3 jours de festival itinérant entre 300 et 500 personnes sur chaque concert. Et un autre sujet qu'on a attaqué de front, c'est celui du transport. Parce que au-delà de la consommation d'électricité, qui est pas forcément un sujet qui émet des gaz à effet de serre, hein. L'électricité, c'est juste qu'on est branché la plupart du temps sur l'open bar nucléaire. Alors ici par exemple on est relié à la centrale de Blaye là, qui est au bord de l'eau, qui a déjà failli faire un Fukushima en 99, et enfin bon, on est quand même, on a l'impression que c'est cool l'électricité, c'est là, c'est open bar et ça sera toujours là. Il se pourrait que ça change à l'avenir. Voilà, d'où l'intérêt, même si c'est pas directement émetteur de gaz à effet de serre, d'expérimenter d'autres modes de production d'électricité que le nucléaire. L'autre sujet auquel on s'est attaqué, c'est donc celui du transport, qui est pour nos métiers du spectacle, comme pour plein d'autres métiers, celui qui est le plus générateur de CO2. Donc on a fait une première expérience d'itinérance en reliant les différents points du festival, pour une partie de l'équipe technique à vélo,
Donc avec des vélos cargo, des remorques pour trimballer des enceintes, des câbles, etc. Enfin, toute la partie en gros plateau était déplacée à vélo. Ensuite, 2018, on a poussé un petit peu plus loin l'itinérance et réalisé une troisième génération de générateurs solaires. Avec ce coup-là, on a eu un petit coup de main de l'ADEME qui nous a donné un... alors, départemental... Non, je crois que c'est un truc national, l'ADEME. Et je sais... Et maîtrise de l'énergie. Ouais, c'est en gros l'agence gouvernementale qui veille et favorise l'émergence de nouveaux moyens de produire de l'énergie. Ouais, il y a la mobilité aussi. Donc, ouais, c'est... Maîtrise de l'énergie. Donc évidemment, ce qu'on était en train de bricoler dans notre coin, ça les intéressait bien. Jusqu'à ce moment-là, on travaillait uniquement avec des matériaux de récup, donc des vieilles remorques pourries, des vieux panneaux solaires de première génération, des vieilles batteries au plomb. Ce qui faisait tout à fait le job d'alimenter nos systèmes son. Mais on avait un niveau de fiabilité et d'autonomie qui était variable. Vieux matos, voilà. Et de plus en plus, il y a des gens qui nous contactaient, donc des assos, des collectivités, pour venir soit mettre en musique, soit sonoriser leurs événements avec notre matos. Donc quand il y a des gens qui proposent de vous payer pour une presta, d'arriver avec un matos moyen fiable, ça le faisait pas trop. Donc voilà, donc on s'est organisé pour optimiser et avoir un truc avec ce coup-là des matériaux neufs. On jettera un petit coup d'œil tout à l'heure si vous voulez dans le ventre de la bébête pour que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Mais en gros, c'est du matos vraiment qui marche très très bien, quoi. Qui permet donc des petites remorques comme ça, on en a maintenant 3. Donc ça permet, en gros, on a en puissance électrique, on a un onduleur 250 watts sur chacune de ces remorques-là, plus une grosse qui, elle, nécessite un véhicule motorisé pour la tracter, où là, on est sur 2 kilos. Donc ça s'est développé au fil des années et des expériences, comme je vous le disais. Et on est arrivé en 2019 à mettre sur pied ce qu'on avait un peu imaginé vaguement dans nos rêves les plus fous depuis 2016-2017, c'est-à-dire un vrai festival itinérant qu'on a coproduit avec une association qui s'appelle la Maison de la Nature et de l'Environnement, qui est en fait une fédération d'assauts qui regroupe toutes les associations éco-citoyennes en Gironde. Donc c'est les gens qui concrètement travaillent tout au long de l'année à développer des projets dans l'agroagriculture, dans la mise en place de toilettes sèches, le développement des mobilités douces, tous les domaines où concrètement on peut agir sur changer nos habitudes de manière à être plus respectueux de l'environnement et dépenser moins d'énergie. C'est un réseau d'une 50aine d'associations et on a organisé avec eux un tour de Gironde sur 2 semaines. On a parcouru plus de 200 km à vélo avec une équipe d'une grosse vingtaine de personnes qui se déplaçaient uniquement à vélo et à cheval. Donc les chevaux nous ont aidés à transporter le matériel un peu lourd, donc un chapiteau, les caissons de basse, voilà, les trucs qui sont un peu compliqués à tirer à vélo. Et puis tout le petit matériel et l'énergie étaient déplacés par nos remorques vélo.
On a eu sur la quinzaine à peu près 4500 visiteurs, je crois. Ça doit être peut-être la slide d'après, voilà, c'est ça. Voilà, les quelques chiffres pour cette édition-là. Une des expériences intéressantes de cette édition, c'est que non seulement on a déplacé le matériel et l'équipe technique en zéro carbone, pour être tout à fait honnête. Un peu de crottin. Pardon ? Un peu de crottin de cheval quand même. Un peu de crottin. Et on avait quand même un véhicule. Ce qui pour un festival donc un véhicule qui fait 200 km pour un festival de plus de 4000 personnes, je pense que c'est quand même très très peu. Mais une des autres innovations de cette expérience, ça a été également d'embarquer les artistes en fait dans l'expérience de réduction des émissions. Donc les artistes, ça a été principalement des artistes locaux qui sont venus, certains à vélo, certains en train, mais ça a été aussi des artistes qui venaient de plus loin, de Paris ou de Bretagne, qui sont venus en train. Et pour les plus connus d'entre eux, au lieu de venir avec leur groupe, leur backing band habituel, ils ont été accompagnés pendant les 2, 3, 4 jours où ils ont suivi la caravane par l'orchestre résident du festival. Voilà, ce qui permet de réduire le nombre de personnes qu'on déplace. Et là, véritablement, il y a une remise en question assez profonde de ce qu'on présente artistiquement au public. Alors, ça peut paraître dérisoire, mais c'est juste pour prendre conscience que c'est une remise en question vraiment profonde de nos habitudes là, le défi qu'on a à relever. On est déjà dans des métiers où il faut travailler beaucoup pour faire sa place et c'est des métiers passionnants donc ça va, on n'a pas de mal on n'a pas toujours du mal à se motiver pour aller bosser le matin, mais là en plus si on veut essayer de se donner une chance de préserver la planète sur laquelle on habite et la rendre habitable un peu plus longtemps, on a encore un effort supplémentaire à fournir, qui est celui de changer nos habitudes. Et clairement, on ne va pas se raconter de salade. C'est plus difficile de faire 200 km à vélo qu'en voiture. Ça demande plus d'énergie. Tout ce qu'on ne dépense pas en énergie fossile ou nucléaire, on le dépense en énergie humaine. Donc ouais, c'est fatigant. Mais en termes d'aventure humaine et de connexion entre les personnes qui partagent ces aventures-là, clairement, c'est vraiment... Il y a la valeur. Oui, la valeur, elle est supérieure, largement supérieure. Ouais. Il y a des valeurs qui sont en jeu. Et puis c'est une forme de contrainte aussi. Enfin, tout ce que tu t'es mis, c'est des contraintes. Et non, mais voilà, c'est que des contraintes. C'est relou. C'est relou. Sur le papier, c'est beaucoup plus simple de dire j'appelle un prestataire avec son semi-remorque, il me monte une scène, je mets un générateur derrière. Les groupes arrivent en avion avec un taxi qui va les chercher, ils montent sur scène et puis je vends 5000 billets. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de dire on déplace tout le monde en vélo, on n'a pas de machin, on va faire que des scènes. Plutôt que de faire une date à 5000 personnes, on va faire 10 dates à 500 personnes parce qu'on veut aller à côté de chez eux pour éviter qu'ils viennent tous en bagnole de 200 km autour, etc. Mais pareil que dans l'artistique, c'est des contraintes qui créent des trucs hyper intéressants, comme le fait de faire venir un chanteur qui a sa carrière et qui ronronne avec ses musiciens et qui fait certainement un très beau spectacle, et à un moment de lui dire Pépère, tu vas venir jouer avec l'orchestre résident, nous ça va nous procurer un plaisir musical intense, lui si l'orchestre n'est pas trop mauvais aussi. Et pareil avec tout ce qu'il y a autour. Donc ces contraintes-là, même si elles peuvent paraître, en effet, comme tu dis, ça va faire mal aux cuisses à un moment, mais en même temps, ça va faire découvrir des trucs qu'on n'aurait jamais découverts, quoi. Et sur les aspects économiques que vous évoquiez tout à l'heure, donc au départ, Slowfest, c'est vraiment un projet militant, qui est porté par des artistes et des techniciens, mais dans un esprit très clairement militant. Sans le faire exprès,
Au bout de 3-4 ans de nos activités, donc, qui étaient complètement bénévoles, hein. C'est-à-dire les artistes qu'on invitait étaient payés, mais les organisateurs de tous ces événements travaillaient exclusivement bénévolement. On s'est aperçu que on avait initié un marché, en fait. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous appellent pour venir sonoriser ou mettre en musique leurs événements avec les bouts de machin qu'on a inventés. On a une approche très qualitative. Est-ce que juste en termes quantitatifs, qu'est-ce que ça peut représenter pour si un événement va dû réunir 4000 personnes? Est-ce qu'il y a des évaluations d'empreinte carbone et juste en termes de proportion? Est-ce que c'est en réduit de 1 à 2, de 1 à 5, de 1 à 10, de 1 à 100? Je ne sais pas. Après, ça peut être juste un sentiment de quelque chose avant d'être une évaluation absolue. Ouais, j'ai pas de quanti là-dessus. Ça fait partie des choses qui sont malheureusement passées à la trappe. À valoriser plus tard. Ouais. Disons que la quantité d'énergie humaine qu'on a déployée pour sortir le truc a fait qu'on a dû faire quelques choix, et notamment évidemment on a voulu mesurer précisément l'empreinte carbone de l'événement, mais on n'a pas pu le faire. Donc je ne saurais pas répondre exactement. Après, moi, j'avais vu une étude, je ne sais plus qui avait fait, un des gros syndicats français là, du spectacle. La plus grosse source de pollution sur les festivals, c'est les transports, et notamment le transport du public. Et ils avaient fait une estimation sur des événements comme les Vieilles Charrues, enfin, c'était les plus gros festivals en France, les Vieilles Charrues, les Eurokéennes, etc. Les gens viennent de 200 km autour en moyenne et de 600 km autour pour 20% d'entre eux ou un truc comme ça. Et en moyenne, ils sont 2 par voiture. Donc sur des événements à 100 000 ou 150 000 personnes, ça fait un nombre de kilomètres parcourus qui est colossal. L'empreinte carbone de ces événements est catastrophique. Donc le Hellfest, enfin tous ces gros projets. Donc c'est super, hein, si vous aimez aller faire ces festivals, essayez d'y aller en train, essayez d'y aller autrement. C'est super d'aller voir un artiste qui va parler d'écologie sur scène, Manu Chao, qui va dire qu'il faut défendre, et d'avoir devant lui 150 000 personnes qui ont fait en moyenne 200 km en bagnole pour venir l'entendre dire qu'il ne fallait pas polluer, quoi. Donc il y a cette idée de suivre des principes de réalité à partir du moment où on a conscience des choses, on comprend qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux. Il y a cette idée-là de responsabilité, se responsabiliser vis-à-vis de ces enjeux-là. Alors, tout n'est jamais parfait, on a toujours des approches artisanales, on se pose des contraintes, du coup. Et on pourrait se poser la question, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, d'une autre discussion, mais surtout les différents métiers qu'il y a autour de là. Là, cette démarche a été faite sur un événement, mais sur la pratique de la post-production, sur les pratiques radiophoniques, sur la pratique de la production phonographique aussi. Je parlais tout à l'heure du vinyle, avec des algues, la cassette, le retour de la cassette. Mais effectivement, cette démarche-là, il y a un côté peut-être figure de proue, peut-être chercheuse un peu de ces démarches-là. Comment penser, puisqu'aujourd'hui, donc vous êtes en formation, mais il y en a d'entre vous vous allez tous développer des projets, soit en étant salarié, soit en étant entrepreneur, soit en étant bénévole, mais avoir ces notions-là, juste ces petites mode d'analyse-là, de la responsabilité, des effets secondaires. Il y a les effets primaires qu'on veut, réaliser un spectacle, enregistrer un disque, enregistrer une radio. Il y a aussi donc tout ce qui est effets secondaires. Et plus vous prenez conscience des effets secondaires, plus vous questionnerez du coup votre rapport à la valeur. De quelle valeur ça apporte au monde et qu'est-ce que valeur ça vous apporte à vous. L'idée, c'est que si vous pouvez être en accord avec l'être citoyen que vous êtes, l'être sensible, l'être personnel et l'être professionnel, aller vers plus d'unicité, sans pas dire dans l'uniformisation, mais si il pouvait y avoir finalement, plutôt qu'une uniformisation de la consommation, mais une uniformisation de la prise de conscience et de la valorisation des bonnes démarches, des bonnes actions, d'un point de vue objectif, ce sera salutaire pour tout le monde. Je crois que tu voulais rajouter. Oui, alors il y a des effets induits qui ne sont pas forcément des effets qui sont voulus pour la qualité de vie sur la planète, notamment sur les productions vidéo ou la télévision actuellement. Il faut savoir notamment que pour réaliser des économies sur les 4 derniers Jeux Olympiques, France Télévisions a commencé à faire de ce qu'on appelle de la remote prod, où ils avaient en fait aucune régie installée
à l'intérieur ou sur le lieu des épreuves, mais ils faisaient tout piloter depuis Paris. C'est-à-dire qu'on avait des grosses liaisons numériques avec Paris qui étaient préparées. Et en fait, toutes les caméras des plateaux étaient pilotées par le réalisateur depuis Paris. Donc on n'avait aucun opérateur vidéo qui était sur le lieu des épreuves, mais tout était piloté, réalisé depuis Paris par des liens numériques. Donc ça permet pour eux, c'est pas une volonté de protéger la planète, hein, c'est juste une volonté de réduire les coûts de production, parce que quand vous envoyez sur des JO, il faut 4 à 5 réalisateurs par jour pour pouvoir assurer la totalité des émissions, ils font en général 13 à 14 heures de programme en direct. Donc voilà, ça permet pour eux de réduire des coûts, mais ça a un effet induit bénéfique, c'est-à-dire qu'on déplace moins de personnes sur place, on déplace moins de matériel, donc on est à l'opposition de gens comme la télévision allemande, par exemple la RD, qui va pas hésiter à déplacer 40 containers de 60 mètres cubes pour installer son espace à l'intérieur de l'IBC et réaliser ses productions propres. Ou la BBC qui fait la même chose avec un peu moins de containers, 16 containers. On en arrive à des aberrations sur ces opérations-là où, par exemple, ça va vous parler, les Allemands déplacent même leur bière. C'est-à-dire que sur les 40 containers, il y a un container complet qui est imprimé avec de la bière allemande, parce qu'ils ne veulent pas acheter sur place. Donc, et ça, je pense que c'est un coût. Voilà, il faut que ça change. Et voilà. Surtout que les bières locales, en général, sont très acceptables. Il y a vraiment ce rapport-là à toujours questionner sa zone de confort. Et parfois, la zone de confort, c'est aussi la zone de conformisme et de conservatisme. Et que de sortir de sa zone de confort en se créant des contraintes, des nouvelles contraintes, de réappréhender peut-être des modes. Parce qu'à la base, il n'y avait pas d'électricité quand il y a eu le premier rapport à la musique. On était dans un rapport immédiat, de l'immédiateté. Et il fallait être présent sur le territoire à un moment donné pour pouvoir être en face, qu'il y ait une interaction entre un public et un artiste. Et le temps avance, je suis navré, mais est-ce que éventuellement, vis-à-vis de donc, ces jeunes étudiants que nous avons devant nous, ces proto-professionnels, ou peut-être certains qui sont déjà professionnels sur certains aspects, si on avait tous, si vous y aviez tous, peut-être un conseil à leur transmettre qui est issu de votre propre expérience, afin de leur faire gagner du temps, peut-être? Restez curieux, c'est ce qui vous fera avancer. Curieux, attentif, altruiste, en contact avec les gens. Chaque rencontre, même si elle vous paraît anodine, peut vous apporter quelque chose et vous permettra d'apporter quelque chose à l'autre et de progresser. Donc ça sera toujours important pour vous, toujours d'aller vers les autres, surtout dans nos métiers. Alors ouais, bon, c'est pas très éloigné de ce que tu dis, mais moi je dirais faites vos trucs. Faites vos trucs, faites des trucs avec vos potes, avec les gens avec qui vous, pas vos potes, mais les gens avec qui vous vous sentez en affinité, parce que des projets, parfois il y en a, parfois il y en a pas, mais quand on attend que ça nous tombe dessus, parfois il y en a pas du tout. Donc voilà, soyez générateurs de vos propres projets. Totalement d'accord. C'est bizarre, il faudrait qu'on s'associe. Oui, il ne faut pas arrêter. En fait, il faut être un entrepreneur, quoi qu'il se passe de vos projets. Ça ne veut pas dire obligatoirement monter une boîte, hein, mais quand vous avez une journée de vide dans le planning, faites-en quelque chose, quoi. Mais n'importe quoi, enfin, si ça peut être aller faire bénévole pour les Restos du Cœur, ça vous apportera peut-être des choses géniales aussi pour vous, qui vous feront grandir dans vos métiers, ou aller enregistrer un mec que vous avez vu dans la rue qui vous paraissait génial, ou je sais pas quoi, regarder un tuto sur un nouveau logiciel que vous connaissez pas, etc. En tout cas, attendez pas que les choses tombent, parce que les choses, la chance sourit aux audacieux aussi, c'est-à-dire que en gros, vous allez avoir des coups de bol, vous allez avoir des gens qui vous appellent pour un super plan, mais il faudra être prêt à le saisir. Et si vous attendez sur votre lit, vous ne serez pas prêt à le saisir. Si vous êtes tout le temps en mouvement, à apprendre plein de choses, à être au courant, etc., le jour où un mec va vous appeler pour le méga plan génial de faire la musique du prochain film qui aura l'Oscar, ou le son du prochain album du nouveau Radiohead, voilà, si vous avez fait 1 milliard de trucs, vous serez prêt à le saisir. Et chez Nigel Godrich, qui a démarré avec Radiohead, enfin qui est devenu très connu avec Radiohead,
il a eu le plan parce que l'ingé son de la session ne s'est pas pointé. Et il était assistant, et Radiohead, et ils étaient tous là, et le matos était prêt, et tout le monde était payé. L'ingé son, je sais pas ce qu'il a foutu, il a pris une cuite, il a oublié, ou il était malade. Il s'est pas pointé. Et les mecs ont dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un sait allumer les micros et la console? Et il a dit, moi, il avait 18 balais, je crois. Et voilà, et il a fait sa première session avec Radiohead, ils ont adoré, et c'est devenu l'ingé son le mieux payé du monde et le plus connu parce qu'un mec s'est pas pointé. Et c'est pareil dans plein de cas. Mais s'il n'avait pas été au top et capable de gérer une session avec Radiohead de ce niveau-là, ben, il aurait dit, moi, il aurait mal fait, ou ils auraient appelé un autre mec. Ouais, que rajouter? Bon, il aurait toujours fait une session avec Radiohead, hein, c'est toujours cool à dire. Mais non, je suis d'accord. Après, je dirais peut-être rester humble parce qu'il y a toujours des trucs à apprendre. Moi, je sais que j'ai du mal à assumer de faire des choses parce qu'il y a toujours plein de trucs à apprendre. Donc, je me considère jamais comme un professionnel accompli, quoi. Et voilà, c'est tout, quoi. Je rejoins sur l'humilité active. C'est pas l'humilité où je suis nul, je suis mauvais, c'est que j'ai toujours à apprendre et je dois faire pour pouvoir avancer. Je dois faire pour aller du premier étage au 10e étage. Il faut passer marche après marche, marche après marche pour avancer. Il faut faire des choix. Des fois, on a 5 choix. Il faut les réduire à 2 choix, un choix, une binarité, et assumer le fait de choisir, c'est renoncer. Mais parfois, on prend à droite, et puis finalement, plus tard, on va se rendre compte qu'on va revenir au même endroit, et on prendra à gauche, et on aura acquis tout ce qu'on aura acquis à droite, et à gauche, on enrichit de ce qu'on aura fait, et on découvrira qu'on est compétent d'aller dans le chemin de gauche, etc. C'est sentir, ce n'est pas grave, on a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer, de tenter. Prenez des risques. Prenez des risques. Prenez des risques. Merci à vous tous pour cette participation, c'est riche d'enseignements. Juste, je laisse la slide avec comment c'est fait. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés pour savoir si, David, tu peux prendre 5 minutes, peut-être autour. Et puis pour ceux qui éventuellement ont des choses à faire, on peut avancer. En tout cas, merci à vous tous pour ces précieux enseignements. J'espère que ça vous servira. Et puis, passez une très bonne fin de journée. Pour vous dire juste un petit mot par rapport à cette sensibilisation qui a été faite par rapport à l'environnement. Sachez que 3IS a initié une politique RSE, responsabilité sociale des entreprises, que Lucille et moi-même y sommes très attachés, et qu'une partie aussi du personnel est très conscient des enjeux qui se font là actuellement pour nous, notre génération, pour vous et les générations à venir. Donc je trouve vraiment extraordinaire qu'on puisse vous sensibiliser sur ce point, parce que c'est votre démarche à vous en tant que citoyen, mais aussi réfléchir sur vos futures pratiques professionnelles. Et franchement, je trouve ça vraiment génial que vous puissiez avoir un regard sur ça. C'est extrêmement important. Et puis je me tiens à votre disposition parce que j'ai plein de petits questionnaires à vous faire remplir sur votre empreinte carbone, votre empreinte écologique. Et l'ADEME, donc l'Agence départementale environnement et maîtrise des énergies, est également là pour vous aider pour vos futurs projets. Il y a des gens, c'est vrai que l'agence se développe de plus en plus. Et tout bouge. Et je suis allée au concert de l'Arena. On a été avec. Il y avait beaucoup de monde dans le bus. Il y a des prises de conscience. C'est l'avenir. C'est vos futurs choix professionnels. Et c'est vraiment important qu'on puisse évoquer ce sujet. Merci beaucoup en tout cas. Ainsi s'achève cette conférence sur l'éco-responsabilité que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci et à bientôt. Cette écoute vous a été proposée par 3IS, a été réalisée par Manon Pédebosque avec les voix de Manon Pédebosque et Tanguy Le Breton.